Ezeis, Rita Son, Rouzès Group et 3DS Group sont heureux de vous présenter Carré VIP. Bonjour à tous, bienvenue dans Carré VIP, c'est le cercle très prisé où les personnalités du sport, de la culture et des médias échangent avec les directeurs de l'environnement de travail et de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Quel est son impact justement sur le monde du travail? Est-ce qu'elle va remplacer l'humain de façon générale et dans l'entreprise en particulier? Et peut-elle révolutionner le monde de l'environnement de travail? C'est ce qu'on va découvrir avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On ne vous présente plus, mais pour ceux qui ont vécu ces dernières années sur une île perdue, je rappelle que vous êtes philosophe et ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche dans les deux premiers gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Merci infiniment d'être sur notre plateau. Il y a une philosophe que vous connaissez sûrement qui s'appelle Gabrielle Alpern, qui pense qu'un philosophe, ça doit aller sur le terrain pour répondre aux questions sur la réalité que tout le monde se pose, entre autres dans le domaine de l'entreprise. C'est votre cas, donc votre analyse sera précieuse. Également sur ce plateau, Benoît Crouzatier, dirigeant d'Ezeis, la référence du Facility Management. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous. En quelques mots, d'écrire Ezeis. En quelques mots, Ezeis, la référence du Facility Management. Non mais c'était bien décrit, pas mieux. Et donc on entend dans tous les métiers du soft, avec 250 collaborateurs, chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en croissance. Ah oui, quand même. Très heureux d'être là. Pas n'importe qui à notre table, Luc. À côté de vous, Marvin Douard, directeur général de 3S Group, spécialiste en communication visuelle des entreprises. Bonjour Marvin. Bonsoir Alexandre. Merci. Plus en détail, la communication visuelle, c'est un panel assez large. Bien sûr, nous, notre métier, c'est de concevoir, fabriquer et installer tous les éléments liés à la signalétique en général. Et on a plusieurs domaines d'expertise, dont notamment les enseignes, la vitrophanie et tout ce qui va toucher aux décors muraux et architecturaux pour les entreprises. Bon, on va voir ce que l'IA peut apporter dans votre environnement de travail. Mais d'abord, la question qu'on se pose tous, Luc, est-ce que l'IA va remplacer l'humain de façon générale et dans l'entreprise en particulier? Parce que l'IA, on le sait, elle intrigue, elle fait rêver autant qu'elle inquiète nombre d'entre nous qui pensent peut-être que l'IA, comme dans le film Terminator, va devenir si intelligente qu'elle prendra la suprématie sur les hommes. Alors, est-ce que vous pensez que l'humain a encore un peu de temps de vie devant lui? Pas beaucoup, voilà. Je pense que seuls les génies auront une place dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qui viennent. Et je pense que la définition du génie, ce sera ce qui résiste à l'IA, pour dire les choses simplement. Ce qui n'est pas remplacé par l'IA. Mais il y en aura très peu, parce que entre la robotique et puis les progrès de l'IA générative qui sont absolument fascinants aujourd'hui, je pense sincèrement que des centaines de millions d'emplois vont être remplacés dans la décennie. On pense à 300 millions d'emplois dans les années à venir. Oui, c'est une étude de Goldman Sachs qui dit ça. Alors il y a des gens qui sont très en désaccord, il faut les citer. J'échange souvent avec Gilles Babinet, et puis, qui est coprésident du Conseil du numérique qui a été créé par Macron avec Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France, professeur d'économie. Et eux disent trois choses. Ils disent, 1, il y aura peu de gains de productivité. 2, il y aura des métiers nouveaux qui apparaîtront. Donc la logique schumpeterienne, destruction créatrice, continue à fonctionner. Et 3, seuls les métiers automatisables seront remplacés. Je pense que je suis désolé de dire ça parce que j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour eux, mais je pense que les 3 arguments sont complètement faux. Voilà. Je pense qu'il y aura des gains de productivité énormes, notamment dans l'aéronautique ou dans la construction automobile. Je pense que on peut remplacer des métiers qui sont pas du tout automatisables. Par exemple, traducteur. Moi, j'étais traducteur professionnel de l'allemand pendant 30 ans. J'ai traduit Kant, Hegel, Fichte, Schelling. Donc, vraiment, c'était mon métier. Bon. J'ai donné 50 pages de mon livre à traduire à ChatGPT du français en allemand pour voir. Simple. Il a mis 6 minutes et c'est absolument parfait. Si j'avais donné ça à un traducteur, il aurait mis 10 jours et il m'aurait pris 1500 balles. Et puis, troisièmement, c'est faux de penser qu'on est dans la logique schumpeterienne habituelle parce que oui, il y aura des métiers nouveaux, donc data scientists, les spécialistes des cyberattaques, ceux qui vont installer les RAG, récupération augmentée de génération dans les entreprises, etc. Mais ce sont des métiers
métiers qui sont des métiers de bac plus 10. Donc, si vous avez 300 millions d'emplois de bac moins 3 qui disparaissent avec la robotique humanoïde et puis que vous avez 30 000 emplois créés, le compte n'y sera pas. Les chiffres que je donne sont... Vous ne pensez pas que ça va faire plutôt évoluer les tâches, en tout cas pendant un certain nombre d'années? Oui. C'est ce que j'ai dit Vous avez changé d'avis là-dessus? Oui, j'ai changé d'avis à cause de la robotique humanoïde. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'y attendait pas, et il faut être honnête, ça va tellement vite. J'ai changé d'avis à cause de la robotique humanoïde. J'ai regardé, vous avez regardé ça, les robots Optimus d'Elon Musk. Ils sont dingues. Si vous rentrez dedans ChatGPT 5 ou 6, qui sortiront bientôt, mais même le 4, qui est déjà absolument génial, qui parle comme vous et moi. Enfin, vous discutez avec lui. L'autre jour, je lui ai demandé, c'est Laurent Alexandre qui m'a suggéré ça, je lui ai demandé de me raconter la polémique entre Tesla et Edison. Et je lui ai demandé, mais qui avait raison? Mais c'est dingue ce qui me sort, c'est absolument parfait. Puis je discute avec lui comme ça, comme avec un humain, la parole. Bon. Et donc je pense que oui, on n'a pas tenu compte assez de la robotique humanoïde. Et je connais des boîtes dans lesquelles, par exemple, il n'y a plus une seule secrétaire pour faire le courrier, ou un seul secrétaire. Ça peut être une version aussi. Tout est fait par ChatGPT, oui. Est-ce que ça ne tient pas aussi à l'intelligence humaine qui va essayer d'équilibrer pour pas que justement... Alors je crains que non, parce que ce que je vois en tant que ministre des universités, enfin ancien ministre des universités, de l'école, c'est qu'en vérité, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui utilisent ChatGPT pour faire leur mémoire de maîtrise ou même leur thèse. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une disserte de philo. Et donc, il m'a fait une disserte de philo en 3 parties absolument superbe. Et si vous rajoutez les prompts, au bout d'une demi-heure, j'ai 150 pages que j'ai plus qu'à brasser si je suis pas débile mental. Je travaille un peu, voilà. Je change les mots et les phrases et puis le plan et j'ai 150 pages. C'est-à-dire que moi, je connais un très proche ami de mes filles qui a fait son mémoire de maîtrise de 150 pages en 48 heures. Moi, de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, j'avais mis 1 an. Ouais, c'est ça. Benoît, Marvin, vous en êtes où actuellement? On parlera après de votre stratégie dans le futur proche en termes d'IA, mais aujourd'hui, à l'heure H, c'est quoi votre utilisation actuelle de l'IA au sein de 3DS Group et de ESEIS? Benoît? Allez, je commence. Ouais. En fait, sur l'IA, je pense qu'il faut distinguer 3 temps. Il y a le temps qu'on a connu dans les années 2000, où il y avait peu d'IA finalement, il n'y avait même pas d'IA. Il y a le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, et puis il y a le temps dans lequel nous serons demain. Aujourd'hui, l'IA est en train de se développer. Un des vrais sujets de l'IA, c'est la vitesse à laquelle ça se développe. C'est-à-dire que l'IA ne mettra pas 20 ans à se développer. L'IA, dans 3 ans, sera 1000 fois plus puissante que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, mettra en danger, entre guillemets, puisqu'elle ne met pas en danger, mais en tout cas, va faire en sorte qu'il y ait un remplacement au sein des emplois. Une personne qui nettoyait des locaux aujourd'hui, demain, sera remplacée par un robot humanoïde. Cette personne qui était faiblement qualifiée, qu'est-ce qu'elle va faire demain? Ça, c'est un vrai sujet de société. Et encore une fois, ce sujet de société, si on avait 15 ans pour le traiter, tout irait bien. On serait tous très heureux. On n'a pas 15 ans. En fait, on a 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans pour traiter ce sujet du remplacement et ce sujet de société de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces travailleurs. On travaille tous pour gagner de l'argent, on gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de notre famille, pour grandir, toutes ces choses-là. Ça, c'est un vrai premier sujet. Deuxième sujet, pour rebondir sur les propos de Luc, c'est effectivement, on donne une disserte de philo ou une thèse à une IA qui sort 150 pages en 1 heure. Et ce qui est assez effrayant là-dedans, c'est que les jeunes générations utilisent de plus en plus ChatGPT. Et ça, nous, on le constate en entreprise. Comme ils utilisent de plus en plus ChatGPT, ils le rendent de plus en plus intelligent, mais eux s'appauvrissent chaque jour un peu plus. On est d'accord. Exactement. Quand j'ai fait mon mémoire, j'ai lu pendant 2 ans. Ils ne lisent plus aujourd'hui. 1 tonne de bouquins. Voilà. La veille de la remise, j'étais encore essayé de chercher à la bibliothèque François Mitterrand des bouquins complémentaires pour répondre à des questions. Et donc, je me suis enrichi personnellement. Aujourd'hui, il y a cette vraie problématique qu'à force d'aller chercher l'IA, elle, on l'enrichit. Mais nous, on s'appauvrit. Bien vu. Et donc, dans ce sens-là, c'est quand même un peu effrayant, cette histoire. Voilà. Alors, pour revenir à la question qui aujourd'hui, alors H, vous en êtes où? Qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise? Aujourd'hui, l'IA, on l'utilise sur les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les tâches répétitives à faible valeur ajoutée? On va retrouver
tout ce qui va être la prise de notes pour les comptes rendus de réunion. On va la trouver également quand on a besoin d'aller chercher un prix, un produit, des choses comme ça, puisqu'elle va beaucoup plus vite qu'une simple recherche Google qui finalement créerait peu de valeur pour nous. Et on va l'utiliser réellement dans ce sens-là pour essayer de gagner du temps. On est vraiment sur un gain de temps aujourd'hui. Donc pas tant que ça, ça vous aide pas tellement pour la productivité. Si on gagne du temps, on gagne en productivité. Oui, mais sur le travail de production en Sur le travail de production, non, c'est ça. Pas encore, mais on gagne en productivité sur la partie back-office notamment, puisqu'on gagne du temps. Voilà. Marvin, chez 3DS Group. Moi, je vais compléter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nous, déjà, on pense que l'IA est un appui. Ouais. C'est un véritable appui parce qu'on a encore la chance d'être dans des métiers très techniques. C'est-à-dire que pour pouvoir poser des adhésifs, pour pouvoir décorer des murs et des surfaces, aujourd'hui l'IA ne peut pas le faire. Et on est dans une forte valeur ajoutée de nos prestations puisque ce ne sont pas des métiers simples, c'est des métiers qui nécessitent beaucoup de formation et qu'un robot aujourd'hui ne pourrait pas faire. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est que pour l'instant, on est sauvé pour une partie, on va dire, de nos collaborateurs. Par contre, il est vrai qu'il y a une seconde partie des collaborateurs qui aujourd'hui se servent de l'IA au quotidien. Je pense notamment à nos équipes graphiques, qui vont aller chercher des sources d'inspiration graphique en permanence avec des éléments comme Midjourney par exemple, ou Dali, et qui vont être une mine d'informations pour eux pour les aider à trouver de bonnes idées, de meilleures idées. Et aujourd'hui, quasiment tous les services se servent de l'IA chez nous. Ça passe par les pôles marketing, communication ou même comptabilité où on va aller faire du rédactionnel, que ça soit sur des contenus pour enrichir le site internet, sur les posts sur les réseaux sociaux. Mais ça va aussi passer sur du brainstorming pour les managers où à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise et puis on n'arrive plus, on n'a plus de solution. Et ben on va poser la question à l'IA et en fait, il va nous aider à trouver des solutions et ça va être super intéressant et super enrichissant. Et enfin, pour finir, nous on s'en sert aussi pour être meilleur sur nos réponses à appels d'offres. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, on est beaucoup aussi dans les appels d'offres publics. On reçoit des dossiers qui font des centaines, voire pour certains des milliers de pages. Et malheureusement, dans les 1000 pages qu'on reçoit, il y en a peut-être que 20% qui sont très intéressantes pour nous et en fait on va demander à l'IA de nous les repérer et là on gagne du temps. Donc en fait on s'en sert comme appui mais on s'en sert pas pour remplacement pour l'instant. Luc, quelle est l'appréhension dans le monde de l'entreprise, du travail justement, des collaborateurs par rapport à cette IA qui se développe? On voit ici que les collaborateurs commencent à relativement bien l'utiliser. On est vraiment encore loin de l'utilisation ultime. C'est quoi il y a des appréhensions, j'imagine. La peur est totale. D'ailleurs, même Benoît et moi avons parlé tout de suite de peur. Vous avez à juste titre plutôt insisté sur la complémentarité. C'est tout à fait défendable, mais le problème c'est combien de temps? Oui, exactement. Voilà. Et en plus, en effet, ce que vous avez dit Benoît très justement, quand on gagne du temps, on gagne en productivité et aussi on gagne en masse salariale, parce que quand on gagne du temps, on n'est pas obligé de continuer à recruter davantage et même on peut resserrer la masse salariale. Et donc il faut bien voir. Sam Altman a déclaré il y a quelques semaines qu'on verrait apparaître dans la décennie qui vient des licornes, donc des entreprises valorisées à $1 milliard avec 0 salarié. Exactement. Et n'oubliez pas que c'est un bébé encore. En effet, imaginez ce que ce sera alors dans 3 ans déjà, mais imaginez en 50 ans si on veut vraiment se projeter. On n'a même pas idée de ce que ce sera. Et j'en parlais avec le patron d'un grand cabinet d'avocats qui me disait, mais au fond, 90% du travail de préparation d'un procès est fait par l'IA aujourd'hui. Et donc, faites attention aussi à ça. J'ai rencontré des jeunes qui fabriquent maintenant des IA, des robots équipés d'IA infirmières. Voilà, donc ils sont capables, parce qu'ils passent le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire qu'ils sentent ce qu'ils pèsent et ils sentent la pression qu'ils exercent. Et donc vous avez des IA, des robots humanoïdes infirmières. Regardez les robots d'Optimus. Donc il y avait, je regardais ça sur LinkedIn, quelqu'un qui m'a envoyé ça. On voit un grand bâtiment avec un panneau et ChatGPT et donc essaye donc de continuer le travail. Mais les gars se rendent absolument pas compte. Bien sûr qu'on aura bientôt des robots qui seront capables dans l'immobilier, dans le bâtiment, de continuer le travail. Et ils le feront largement aussi bien qu'un humain. Voilà. Et donc, c'est pas vrai que les cols bleus ne seront pas remplacés. C'était la thèse de Daniel Susskind. Il disait, voilà. Mais la thèse était juste il y a 3 ans, mais elle est fausse aujourd'hui. Parce que les robots humanoïdes sont allés beaucoup plus vite que ce qu'on prévoyait. Et donc, les cols bleus vont être tout aussi atteints que les cols blancs, voyez. Donc je pense que la question que pose Benoît, c'est la bonne. Moi, elle traverse tout mon livre. Qu'est-ce qu'on va faire si vraiment on a des centaines de millions d'emplois qui sont supprimés
Alors, la thèse des patrons de la Silicon Valley, c'est le RUB, c'est le revenu universel de base. Mais Sam Altman a fait faire une étude sur les effets du revenu universel de base, donc payer les gens à ne rien faire, pour dire les choses simplement, c'est une catastrophe. Alcoolisme, les antidépresseurs, le suicide. Et donc, Sam Altman lui-même a été absolument consterné par le résultat de l'étude qu'il a fait faire, parce que c'est un désastre absolu en termes humains, si je puis dire, en termes de santé aussi. Et donc, moi, je plaide pour tout à fait autre chose. Je plaide pour l'extension du service civique aux adultes. Voilà. Je pense que pour garder l'estime de soi, pour garder les relations sociales, il va falloir payer des gens, même si c'est 3 heures par jour, ça m'est égal, mais à faire des travaux d'utilité publique. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus l'avenir que le RUB qui sera, dont toutes les enquêtes montrent que c'est une catastrophe humaine, en vérité. C'est pas très gai, ce que c'est oui et non. Pendant le Covid. Voilà. Il faut non, voir pourquoi pas, parce que moi je discute, juste un mot là-dessus, parce que je discute avec mes filles là-dessus, j'en ai 2 qui me disent, pour moi le travail c'est vital, et puis j'en ai une qui me dit, mais putain, si on pouvait arrêter, ce serait le pied. Voilà, si je pouvais être payé et même travailler que 3 heures par jour et payer suffisamment pour voyager. Il faut avoir les moyens de pouvoir faire d'autres choses. Mais ça suppose qu'on partage l'argent produit par les entreprises, par la licorne sans salariés. Oui. On est d'accord. Alors, on va se recentrer sur l'environnement de travail, Luc, et sur l'immobilier des entreprises. Pour savoir à court et moyen terme, parce qu'il faut se dépêcher quand même, en termes d'IA. Marvin, pour l'univers de la communication graphique et visuelle, donc chez 3DS Group, qu'est-ce que dans les courtes années à venir peut apporter l'IA? Comment vous pouvez l'imaginer être une aide pour être encore plus compétitif, et dans quel secteur précisément? Bon, alors nous déjà, il faut imaginer qu'on est pro service client. C'est-à-dire que notre but, c'est de satisfaire nos clients de plus en plus. Et chez nous, on a intégré par exemple de l'intelligence artificielle pour pouvoir prévenir nos clients de quand est-ce que nos intervenants vont arriver sur site, choisir le bon intervenant qui est le plus proche de chez lui pour intervenir, qui fait qu'aujourd'hui, on a des plannings d'intervention qui sont gérés par l'IA et proposés par l'IA, sur lequel en fait on rentre un paramètre d'adresse et puis il nous dit bah voilà, c'est cette personne-là qui est la mieux placée, qui a le planning le plus propre et le plus serein pour faire ce job. Et en fait on s'en sert déjà pour faire ça. Et ça c'est une révolution parce que ça rentre aussi dans un cadre de la RSE qui est de dire bah on évite de faire des kilomètres, on évite de mettre du burn-out chez les collaborateurs qui vont faire des centaines de kilomètres par jour. Et en plus, on informe le client, c'est-à-dire que le client sait à un instant T quand est-ce que le collaborateur arrive, s'il est là, s'il est reparti, et ainsi de suite. Donc l'IA est déjà en place. Et chez nous, le deuxième grand vecteur, c'est vraiment le vecteur graphique. Parce que le métier de la communication visuelle, c'est qui va proposer la meilleure idée, la meilleure illustration, qui va faire que les locaux que je vais équiper aujourd'hui pourront vivre pendant 5-10 ans parce qu'ils seront futuristes. Et aujourd'hui, bah, l'IA, en fin de compte, propose ça. Ah oui, oui. En termes de créativité. En termes de créativité. Génial. Et donc, pas plus tard que cette semaine et la semaine dernière, on a formé tous les graphistes à l'intelligence artificielle et notamment à Midjourney. On a fait des grosses formations de ChatGPT parce que on a considéré que l'IA était incontournable et donc on devait avoir une formation proactive sur ce sujet vis-à-vis des collaborateurs. Et en fait, de quelque chose qui au départ était une crainte et une peur chez nous, bah, les collaborateurs sont super heureux parce qu'on leur apprend des nouvelles choses. Et en fait, on rentre dans une aventure collective pro-IA. Voilà. Et est-ce que vos graphistes, ils n'ont pas l'impression de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ben, oui et non, parce que si on en croit Luc, effectivement, dans 5 ans, 10 ans, il va falloir qu'ils y fassent très attention. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi fonctionner dans le présent. Moi, je dis toujours, arrêtez de regarder le passé, arrêtez de regarder le futur. Déjà, on va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Prenez du plaisir aujourd'hui, prenez du bon temps aujourd'hui, parce que sinon, on fait que de s'angoisser. À regarder derrière nous ou à faire que de penser à devant nous, ça peut être très angoissant. Donc déjà, on va regarder à aujourd'hui et on va voir ce qui se passe. Benoît, pour le Soft FM, c'est quoi votre vision de cette révolution de l'IA et dans quel domaine plus particulièrement de votre activité elle peut finalement vous aider à être encore meilleur, plus efficient et comment? Alors nous, on utilise beaucoup l'IA, comme je disais, sur la partie back-office. Notre métier, on a une chance extraordinaire, et après je parlerai des différents métiers dedans, c'est de créer des environnements dans lesquels chacun se sente bien, c'est-à-dire transformer les espaces de travail en lieu de vie. Ça, c'est vraiment notre mission au quotidien chez les clients, en délivrant un certain nombre de services. Voilà. Et donc, on doit créer une émotion positive. Notre chance, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisque je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, c'est que l'IA n'a pas d'émotion.
C'est vrai. Notre métier, c'est de manager des gens. L'IA n'est pas dotée de leadership, pour l'instant. Sûrement demain, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et ensuite, elle est incapable, pour l'instant, de comprendre tout ce qui va être les sujets de jugement liés à l'éthique ou à la culture. Et quand on intervient sur des sites, on est sur des sites souvent internationaux, où chacun a sa propre culture, où chacun peut avoir des réactions différentes, etc. etc. Et donc, c'est important pour nous de positionner des hommes qui vont pouvoir comprendre, traduire, interpréter les besoins du client, quelle que soit sa culture, sa religion, etc., etc., son histoire, et pour pouvoir répondre en face. Ça, c'est le premier des sujets. Deuxième des sujets, quand on rentre dans les métiers, je parlais tout à l'heure du métier du nettoyage, mais je pourrais prendre le métier d'un technicien, qu'on délivre aussi, d'un applicateur 3D, peu importe. Restons dans le nettoyage. La difficulté aujourd'hui, c'est que la difficulté qui est pas très bonne, c'est que dans le nettoyage, on a une loi qui est extrêmement protectrice vis-à-vis des collaborateurs, et donc demain, on pourrait remplacer une partie des collaborateurs par des robots, voilà, qui interviendraient pour nettoyer les sols, ça existe déjà, etc. Mais comme la loi protège les collaborateurs, la charge de se séparer des collaborateurs et donc de réaliser l'ingénierie sociale sera la charge de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, le robot n'est pas assez performant pour amortir ce coût d'ingénierie sociale. Et donc, on n'engage jamais ce coût d'ingénierie sociale, puisque le retour sur investissement serait bien trop long par rapport à la durée de nos contrats. Si je suis la vision de Luc, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train d'aménager des bureaux qui, dans 5 ans ou 7 ans, seront déserts. C'est possible. Ouais. Ça interpelle quand même. C'est possible. Mais ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Vous insistez sur la complémentarité et vous avez raison de le faire. J'ai une fille qui est graphiste, qui a fait Penningen, elle travaille avec Midjourney, avec DALL-E, avec Stable Diffusion, etc. Et en effet, pour l'instant, la complémentarité existe. Simplement, on gagne tellement de temps en même temps que du coup, on peut pas faire autrement. Vous avez 10 graphistes, il vous en faut 5. Donc ça atteint la masse salariale et ça booste malgré tout la productivité. Et puis sur la robotique, regardez les robots d'Optimus, là, ceux d'Elon Musk qui viennent de sortir, ils sont dingues de chez dingues. Ils parlent avec vous absolument comme un humain, ils peuvent aider les enfants à faire leurs devoirs, ils peuvent servir à table, ils peuvent vous faire un cocktail, ils peuvent aller faire les courses. Bon, et donc ils vont coûter 15 000 €, le prix d'une petite voiture, ou 20 000 €. Ils sont pas à la CGT, ils font pas grève, ils emmerdent personne. Donc il faut quand même être honnête, ça va avoir un impact. Et c'est à 15 jours. Voilà. Imaginez, encore une fois, il faut réfléchir, si on réfléchit politiquement sur le plan éthique, sur le plan social, il faut réfléchir à 10 ans. Voilà. Et même à 3 ans, mais réfléchissons à 10 ans et anticipons. C'est pour ça que moi, je tire la sonnette d'alarme. Moi, j'aime le monde moderne, je suis pas du tout un déclinologue, enfin, je suis pas comme mes collègues. C'était mieux avant. Non, pas du tout. Je pense que ça va 1000 fois mieux que dans les années 30, tu vois. Hitler est mort, Pétain est mort, Staline est mort. Il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps. Oui, bon, attends, Hitler, non. Il n'y en a pas, il n'y a pas l'équivalent. Non, il n'y a ni Staline ni Hitler, il y a 0 équivalent. Salazar est mort, Franco est mort. Bon. Et donc, ça va quand même mieux. La liberté des femmes, la liberté des homosexuels, le niveau de vie des Français a été multiplié par 3 depuis 1950. L'espérance de vie en 1900 était de 45 ans, elle est de plus de 80 ans aujourd'hui. Bon, donc il faut arrêter d'être déclinologue. Donc je dis simplement, je tire la sonnette d'alarme pour faire peur, oui, pour que quand on a un ministre du numérique, Monsieur Barrot, qui est maintenant ailleurs, mais enfin qui est toujours ministre, hélas, et qui dit de ChatGPT, c'est un perroquet approximatif, je me dis, mais ouais. C'est dingue. Ouais. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut être ministre du numérique et dire une connerie pareille ? C'est pour ça que j'essaie de tirer la sonnette d'alarme, parce que sur le plan social, il va y avoir vraiment un impact considérable de toute façon. Quelque part, dans votre environnement de travail, c'est le cas de le dire, est-ce que vous réalisez que si vous n'exploitez pas à fond l'IA, vous allez disparaître ? Et quelque part, si vous l'exploitez à fond, peut-être qu'à terme, on va disparaître aussi. Alors, nous, on se fait accompagner sur ces sujets-là. C'est-à-dire que 3DS fait partie des accélérateurs de la BPI. Dès le début de leur diagnostic, ils ont dit « Vous devez considérer l'IA comme quelque chose de très important et qui peut révolutionner votre entreprise. » Et la BPI, qui est quand même soutenue par l'État fortement, nous aide au quotidien et on rentre, nous, en 2025, dans leur programme IA Booster. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir des spécialistes au sein de l'entreprise et qui vont analyser partout où l'IA peut remplacer l'humain, le compléter et ainsi de suite. Et ensuite, c'est l'État qui subventionne une partie des transformations ou des ajustements qui sont nécessaires
pour nous aider à justement le mettre en œuvre. Donc, l'État a quand même pris en considération le fait qu'il fallait le faire. La question, c'est quel est l'objectif final ? Est-ce que c'est d'aider les entreprises ? Est-ce que c'est de se dire on va rendre la France plus compétitive vis-à-vis du monde ? Ou est-ce que c'est de dire on va diminuer les emplois ? En fait, personne ne sait, personne n'a la réponse. Ce que tout le monde sait, c'est par contre, il faut le faire. Parce que si on le fait pas, on va attendre encore les ânes de faim. En fait, se battre contre l'IA, c'est comme se battre il y a des dizaines d'années contre le tracteur. Oui, le tracteur a remplacé un certain nombre de personnes dans les champs, mais ça a remplacé les chevaux. Sens. Oui, les chevaux, mais également toutes les personnes qui travaillent autour. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est notre avenir. Acceptons-le et on y va. Et il est là. Et puis ça va sauver des millions de vies dans le domaine de la santé, en particulier du cancer. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, pour vous rassurer, parce qu'on a toujours peur. Mais il n'y a pas d'immunothérapie du cancer, il n'y a pas de thérapie ciblée sans IA. Il n'y a pas de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Moi, j'ai enseigné la biologie à Jussieu, j'ai continué, je suis passionné par la biologie du cancer, qui est fascinant, peu importe le détail. Mais vous allez avoir, moi j'ai participé au premier séquençage complet du génome, il y a 3 semaines, vous allez avoir, et c'est impossible sans IA, sur le plan médical, on va sauver des millions, des dizaines de millions de vies. Donc c'est pas, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Comme elles n'auront plus de travail, vont se suicider ensuite. C'est un peu ça quand même. Mais non, elles partiront en vacances. Non, mais si je suis votre logique. Non, pas du tout. Ma logique, c'est au contraire de dire on va créer un service civique pour les adultes, donc ils travailleront moins, comme ça ils auront aussi du temps libre, mais ils seront toujours insérés socialement, ils auront toujours l'estime de soi, ils auront toujours une utilité publique, etc. Donc simplement, ce que je dis, c'est que si on n'y réfléchit pas maintenant, moi j'aimerais bien voir parmi les, je sais pas combien de ministres, c'est l'armée mexicaine maintenant, combien il y en a qui sont abonnés à ChatGPT 4. Je suis sûr qu'il n'y en a pas 5%. Ouais. Ils n'y connaissent absolument rien. On va demander à ChatGPT. Pardon ? On va demander à ChatGPT. On va demander combien il y a je voudrais qu'on parle rapidement de l'importance de la formation aux compétences numériques. Luc, vous dites que vous pensez que c'est important pour l'ensemble des employés aujourd'hui, pas ceux qui sont uniquement sur des domaines technologiques. Bien avant les employés. C'est un scandale absolu qu'on ait des cours d'instruction civique, des programmes d'instruction civique qui n'aient pas intégré la problématique de l'IA et des réseaux sociaux. Avec l'IA, je peux mettre en 20 secondes, enfin en 20 minutes, si en tout cas, la tête d'une gamine de 3e sur un film X, je balance ça sur les réseaux sociaux et je fous sa vie en l'air, je la pousse au suicide. Et les jumeaux numériques, moi j'ai un ami qui a fait un jumeau numérique de lui-même, qui a discuté pendant 20 minutes avec ses enfants, ils ne se sont pas aperçus que c'était leur père. Donc ça devrait être au cœur du cœur des programmes d'instruction civique. Non mais vous vous rendez compte l'impact. En plus, on va rentrer dans un monde où on ne saura jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, mais il faut absolument changer, mais de A jusqu'à Z, nos programmes, c'est la première chose à faire. Et il faut absolument que nos enfants, au lieu d'avoir une éducation sexuelle en classe de CP, qu'ils aient une éducation sur l'IA et les réseaux sociaux. C'est vital aujourd'hui. Parce qu'avec les vidéos, les fake news et les deepfakes, plus personne, moi-même je reçois des deepfakes, et même j'ai des amis spécialistes, super spécialistes de l'IA qui se sont fait piéger, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Marvin Belot, en termes de formation, justement, actuellement, avec vos équipes, vos collaborateurs, par rapport à l'IA, vous en êtes où ? Bon, moi, j'ai déjà pas mal répondu. Mais nous, c'est quotidien. Qu'est-ce que vous projetez là ça fait partie. Comme ça, c'est une révolution permanente. Je vais répondre très simplement. Ça fait partie des enjeux stratégiques de 3DS et 100% des collaborateurs seront formés à l'IA ou le sont déjà d'ici 1 an. Et puis de façon permanente aussi. Bah oui, parce que mais le truc c'est qu'après si on veut être formé, il suffit de demander à ChatGPT de nous former sur parce que aujourd'hui, on demande à ChatGPT de nous faire des GPT pour apprendre à refaire un GPT. Donc en fin de compte, c'est sans fin. Voilà, nous on a vu, c'est sans fin. Et donc la vérité c'est que demain, c'est l'intelligence artificielle qui va nous former directement. Ça serait à rien de demander à quelqu'un de nous former sur l'IA alors que c'est l'IA qui va nous former. Et au sein des EIS, nous avons la EIS Academy. Et un des modules à venir de la EIS Academy, c'est la formation à l'IA, à ChatGPT. Il faut qu'on fasse un prime time comme la Star Academy avec les EIS Academy. Voilà, mais il faut dire ça au ministre de l'Éducation parce que il y a urgence. Et c'est là que ça peut avoir. Alors l'impact le plus négatif, c'est dans le domaine de l'école, enfin de lycée collège. Là, on parle beaucoup de harcèlement, mais ça peut être terrifiant là. Et ça va aller très très vite. Moi, j'ai plein de deepfakes. J'ai des copains qui m'ont fait des deepfakes de moi-même. J'ai une deepfake où Macron dit je viens de lire le livre de Luc Ferry. Je suis abasourdi par tant
d'intelligence, etc. Bon, j'ai balancé, il y a un tas de gens qui... Alors, c'était pas un C'était vrai. Non, Macron n'a jamais lu un de mes livres, et par ailleurs, il n'est pas... passionné par ce que je fais. Mais c'est réciproque d'ailleurs, pour être franc. Mais la dissolution ne me paraît pas être l'idée la plus géniale de la décennie. Mais c'est gravissime, voilà. Donc, encore une fois, ne croyez pas que j'ai peur du monde qui vient. Je trouve ce monde formidable. Mais je tire la sonnette d'alarme parce qu'il va avoir un impact énorme et nos politiques sont pas au niveau. Non. Alors, nos politiques sont pas au niveau, mais pour terminer, j'aimerais savoir, Marvin et Benoît, si les entreprises dans votre secteur sont déjà matures à employer l'IA. Comment vous sondez l'environnement ? J'ai demandé à ChatGPT pour les ministres. Mais il faut, mais on va l'avoir. Est-ce que vous sentez... Nous, l'environnement, on est au tout début de l'IA. Ouais. Voilà, on est au tout début de l'IA. L'IA, en tout cas pour les métiers du FM, c'est quelque chose qui est apparu réellement, on en avait parlé auparavant, mais réellement, après le Covid, on est au tout début, on est tous en train de tester à droite à gauche les différentes solutions. On a tous trouvé exactement la même solution sur la partie secrétariat, aide au secrétariat, back-office, comptabilité, finance, ces choses-là. Un peu d'aide commerciale, mais on n'en est qu'au début. On n'utilise pas 1% de la capacité de ChatGPT, que ce soit chez Zeis ou chez l'ensemble des autres concurrents. Marvin, pareil. Je ne sais pas si le marché est mature aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est que les attentes sont présentes. Un client qui envoie un mail, il veut une réponse dans l'heure, voire dans la minute. Donc indirectement, il demande à ce que l'IA soit présente, puisque un collaborateur, un humain, il est en rendez-vous à gauche, à droite, il n'a pas le temps de regarder. Le client est encore plus impatient qu'avant. Aujourd'hui, un client va sur Amazon, hop, il achète un truc, il veut la même chose avec la signalétique, avec la vitrophanie, et ainsi de suite. Et donc en fait, on réduit les délais. Indirectement, il a les attentes de l'IA. Le marché n'est pas prêt à ce qu'on lui dise demain, en fait, la personne qui répond à ton mail, c'est un robot. Mais d'un autre côté, s'il ne le savait pas et que ça lui répondait vite à la réponse qu'il attend, ça marcherait très bien, je pense. Les ministres ne sont pas au point, les entreprises françaises dans l'ensemble. Non. Et sur les entreprises, il faut signaler une chose, si des chefs d'entreprise nous écoutent, et je crois que c'est le cas ici, allez regarder sur Internet ce que c'est que la RAG, la récupération augmentée de génération. C'est absolument crucial pour les entreprises de savoir passer d'un LLM comme ChatGPT de l'adapter à votre métier, à votre entreprise, pour faire le courrier, pour savoir ce que font vos concurrents, pour savoir quels sont les nouveaux produits, pour savoir ce que vous pourriez mettre en place comme projet innovant. Il faut passer par une RAG, une récupération augmentée de génération. Alors c'est des formules qu'on traduit de l'anglais, mais c'est absolument génial et la plupart des chefs d'entreprise français ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Alors c'est ce qui permet d'adapter en quelque sorte l'IA à votre entreprise en vous donnant toutes les informations possibles et imaginables et puis faire tout le courrier, par exemple, sur vos concurrents, sur le marché, sur l'étranger, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut que les chefs d'entreprise s'en saisissent, mais déjà, ce serait bien qu'ils s'abonnent à ChatGPT 4. J'ai pas d'intérêt dans l'affaire, mais c'est vraiment une urgence, parce que j'ai des collègues philosophes qui se moquent, par exemple, de ChatGPT en disant « Regardez, il invente des citations de Rousseau, etc. » Puis je regarde le truc, ils se servent du 3. Ouais. Et qui est des millions de fois inférieur au 4. Et comme vous le disiez, Benoît, le 5, ça va exploser tous les compteurs. Merci beaucoup, messieurs. Je tiens à signaler à ceux qui nous ont regardés que nous ne sommes pas des hologrammes. On peut le dire. On peut le dire. Mais ça prouve rien parce que ChatGPT pourrait mentir. C'est vrai. Nous ne mentons jamais. Merci de nous avoir suivis sur iNews Workwell. Vous pouvez vous abonner à ChatGPT 4, mais aussi gratuitement à notre newsletter pour recevoir toute l'info sur l'environnement de travail et l'immobilier d'entreprise. À très vite pour entrer dans le très privé cercle de Carré VIP. Prenez soin de vous. Ciao. Ezeis, Rita Son, Rouzès Group et 3DS Group ont été heureux de vous présenter Carré VIP.